la captation du son est là. Enfin bon, voilà. Okay. Très bien. Alors, donc, comme j'expliquais, je suis Agère Kézami, la directrice de la crèche, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je reviendrai après ce qu'est une crèche et quel est son rôle. Mais tout d'abord, l'idée, c'est de vous interroger sur plusieurs questions. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez déjà été inscrit ou inscrit vos enfants dans une association de musique ou de sport? J'imagine que oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà domicilié vos comptes à la caisse d'épargne, au crédit coopératif, au crédit agricole? J'imagine que oui également. Et qui est une mutuelle? Bon, bah là, c'est une obligation, donc tout le monde en a une. Là, je n'ai même pas besoin de poser la question. Qui a déjà déjeuné en payant avec des tickets resto? Si, vous avez déjà déjeuné. Très bien. Et qui a déjà acheté ses produits dans une coopérative ou une AMAP près de chez soi? Beaucoup de monde. Donc, en fait, par la consommation, vous êtes de l'ESS. Il existe plusieurs types d'ESS et vous êtes dans l'ESS. Un, par la consommation. On va voir ensuite par l'ESS, en quelques chiffres en région, c'est un peu plus de 200 000 salariés. Un peu moins de 16 000 entreprises au sens employeur du terme. C'est le secteur associatif, en grande majeure partie, 85% des emplois sont dans le secteur associatif, 10% dans le secteur coopératif, et puis 3% et dans les mutuelles, 3% dans les fondations. Concrètement, l'ESS, c'est 3 fois le secteur mobile, 2 fois le secteur ouvert. On a coutume de dire que c'est vrai, hein, ce sont des emplois non délocalisables, pas délocaliser une crèche très difficilement. C'est les emplois cadres sont des emplois féminins. Et puis, c'est un emploi qui répond aussi à une utilité sociale et qui ont du sens. Alors, concrètement, la crèche, un observatoire, et la crèche permet de sortir tous les 6 mois une note de conjoncture. Permet de sortir une note de conjoncture et dans cette note de conjoncture, elle permet de regarder l'emploi et sa qualité. Pourquoi l'emploi? Parce que, par définition, pour les solidaires, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Donc, la donnée commune, c'est l'emploi. En moyenne, en région, par an, c'est 6 milliards d'euros bruts de masse salariale. Et l'année 2019, comme toutes les années depuis l'année 2014, a connu une expansion de l'emploi en termes déjà de masse salariale et une diminution en termes de nombre d'établissements, mais régulièrement, en tout cas depuis 2014 et jusqu'à 2019, l'ESS a connu une augmentation. Par contre, 2020, comme tout le secteur économique mondial, on a connu une diminution de l'emploi. Très concrètement, en région, je mets des guillemets parce que j'ai 3670 postes. Donc, 1380 postes dans le secteur associatif, c'est 85% de l'emploi. On ne sait pas encore expliquer pourquoi, on aura les chiffres de ça très bientôt. On ne sait pas si c'est uniquement du chômage partiel ou une partie de chômage partiel. Il y a beaucoup d'emplois en 2021, dans ce secteur culturel, le secteur sociologique, le secteur associatif sportif, qui a été durement touché. Ce qu'on sait dire, en comparaison avec le marché, c'est que la diminution du taux de l'emploi a été inférieure parce que le modèle économique a permis aussi de sauver certains emplois et notamment d'un licenciement massif. On pense qu'une grande partie de ces emplois vont être recouvrés en 2021 et on sort avec de conjoncture à la fin de l'année. Travail avec ça. L'ESS en région, c'est 11,2% de l'emploi. Et comme je viens d'expliquer, on travaille avec des données OPSAP consolidées. La grande difficulté qu'on rencontre notre observatoire, c'est que l'ESS, ce n'est pas un secteur. Donc, il n'y a pas de code NAF associé, il n'y a pas de code APE associé. Donc, on doit analyser avec l'OPSAP des données qu'on doit essayer de mettre au final. C'est pour ça qu'il est souvent compliqué d'avoir des données au jour le jour comme ça. Donc voilà pour la note de conjoncture. Maintenant, je vais vous parler des secteurs filières dans lesquels on retrouve l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc,
61% des emplois du secteur de l'action sociale sont des emplois à l'ESS. 57% des emplois dans le domaine du sport et des loisirs également. 30% du secteur bancaire sont des emplois à l'ESS. Donc l'ESS a raison. En termes de filières, maintenant, les filières dans lesquelles se retrouve l'économie sociale en termes d'emploi toujours, le sport, on vient de le dire, l'action sociale, le secteur de l'animation, mais de plus en plus le secteur de la coopération. La CMA souhaite travailler, la Chambre des métiers souhaite travailler avec la presse autour des coopératives et des reprises en coopérative, mais l'établissement des CAE, coopératives à plus d'emplois, qui vont permettre donc, à des indépendants de pouvoir avoir une sécurité de statut pendant 1 ou 2 ans. Et de pouvoir aussi les aider dans la formalité. C'est compliqué. Certains secteurs comme Abdil ou comme Dunkerque, une agglomération, développent en fait ces modèles-là parce que ça permet de pérenniser les contre-bons, d'avoir aussi plus de commerçants. Donc, c'est des modèles qui intéressent pas seulement le secteur de l'ESS, mais qui développent de plus en plus. Quand on va dans le lycée ou le collège et qu'on présente l'ensemble des statuts, SAS, coopérative, etc., et qu'on demande aux enfants de choisir, régulièrement, ils choisissent le statut coopératif. Parce qu'on peut décider, parce qu'on s'en occupe aussi. Et c'est un modèle qui a beaucoup d'avenir, surtout pour rapport à l'éducation actuelle, déjà posée par les jeunes. Et puis, en termes d'autres secteurs, le sanitaire et social, donc voilà globalement pour les chiffres et l'actualité sociale de l'économie. Rapidement, la CRES, qu'est-ce que c'est? Alors, la CRES est une quasi-chambre consulaire. Alors, on a l'émission, mais on n'a pas le titre. Puis, je ne prélève pas la taxe. Nous sommes sous le régime associatif et nous avons les mêmes missions qu'une chambre consulaire, c'est-à-dire la représentation et l'animation du secteur de l'ESS, le développement économique par ses clubs, par ses députés, par aussi le travail qui est autour de l'achat responsable, la formation, bientôt le capital aussi. Donc, l'idée c'est d'entrer dans les écoles grâce à mon ESS Alcool, l'observatoire qui permet d'établir des études très sur les qualités d'emploi notamment, et puis la liste des entreprises et l'ESS. Enfin, la promotion et la valorisation du modèle, du statut, mais aussi des valeurs de l'économie apportées par nos membres, puisque comme nous avons des membres. Et voilà un peu ce qu'est la presse surveillante sur l'ensemble de la région. Et on remercie Mazar, on remercie la Caisse d'épargne pour pouvoir d'abord par initier qui nous permet de répondre précisément avec les compétences de chacun à des questions très précises. Voilà. Merci beaucoup, Aja. C'est France qui gère les slides. Donc la caméra qui te filme, elle est ici en fait. Bonjour. Donc, très peu de choses à dire puisque je pense que l'essentiel vient après dans cette matinale. Je vais revenir sur 2-3 sujets d'actualité aujourd'hui. Alors déjà une surprise, c'est vrai, par rapport aux chiffres que Aja présentait sur l'emploi. En France, aujourd'hui, l'emploi est revenu au niveau où il était globalement sur l'économie, au niveau où il était en 2019. ES, nous ne sommes pas encore 2020. Mais je pense qu'il y a vraiment un décalage aujourd'hui. Petite information sur lesquelles, là aussi, sujet d'actualité sur lequel nous travaillons, il existe des coûts de revitalisation sur la région qui favorisent l'emploi, qui sponsorisent l'emploi, entre guillemets. C'est-à-dire quand une entreprise implante un PSE, elle est obligée aujourd'hui de cantonner une certaine somme, gérée au niveau de la région, et qui sont dédiés à aider par des prêts à 0%, avec une quotité par emploi qui font pour travailler l'emploi. C'est uniquement des affaires d'entreprise. Vous travaillez pour que ce soit ouvert à l'ESS et un premier plan ouvert à l'ESS, une grande entreprise de la région spécialisée dans l'habillement pour personnes âgées,
C'est un plan, donc, et il y a aujourd'hui une aide de 12 000 € par emploi créé, à partir de 5 emplois créés, donc en 24 mois. Voilà. Et ces emplois sont destinés aux emplois du secteur de l'aide et du service aux personnes âgées. Je pense que beaucoup de structures sont concernées. Il y a 2 établissements de crédit qui sont habilités avec une aval conseil à faire ces prêts, c'est le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Je ferme cette parenthèse, mais en lien direct avec l'emploi, je n'ai pas prévu d'en parler, mais ça fait rebond avec ce qu'elle gère avec ces. Deuxième point que je voulais signaler, c'est le sport, la pratique sportive. Alors, on ne concerne pas réellement, mais la pratique sportive, elle est fondamentale. Et je veux revenir sur 2 sujets. N'oubliez pas la plateforme. La CRES a fait plusieurs conférences à ce sujet. Les Jeux Olympiques 2024 approchent. Les entreprises, les structures de l'ASS peuvent candidater aux différents appels d'offres qui sont postés. Aujourd'hui et demain, à Lille, à Zénith, Unimitech, qui est un salon sportif. Allez-y, rencontrez les gens qui sont là. Il y a tous les acteurs. En plus, il y a des athlètes olympiques qui sont présents. Allez-y, c'est gratuit. Voyez le stand. Là, c'est pour préparer les appels à projets pour les Jeux de 2024, c'est important. Et juste pour conclure sur le sport, la Fondation Caisse d'épargne s'associe cette année avec la Fondation Decathlon pour un appel à projet tourné vers le sport et autour du sport. C'est le sport au service de la santé des plus fragiles. C'est l'appel à projet de la Caisse d'épargne, qui est lancé officiellement le 18 octobre. Là encore, j'enverrai l'invitation pour que ce soit diffusé le plus largement possible. Voilà, ce sont 3 points que je souhaitais d'actualité, que je souhaitais souligner ce matin, à la fois tourner vers l'emploi, le sport et les JO 2024. Merci. Bonjour à tous. Nous allons donc commencer quelques mots sur le pass sanitaire sans surprise. Alors, depuis quelques semaines, nombre d'entre vous ont posé est-ce que les salariés doivent se faire vacciner? Est-ce que ça, c'est des questions. C'est très clair, les textes sont parus cet été. Depuis le 7 août, les établissements sanitaires et sociaux les salariés doivent être vaccinés dans ces établissements de santé. Le pass sanitaire, lui, a été rendu obligatoire depuis le 30 août 2021 dans les lieux concomitants, les restaurants, les musées, quand on va en spectacle, dans tous les lieux qui reçoivent doivent exiger la présentation de pass sanitaire. Et les salariés de ces établissements doivent également présenter un pass sanitaire à leur employeur. Petite précision, depuis le 15 septembre également, les SIDAT, c'est-à-dire les associations, les secteurs qui reçoivent les travailleurs handicapés, qui sont également à l'obligation vaccinale. Donc, on a nos éléments de réponse. Est-ce que je suis concerné par la présentation obligatoire du pass sanitaire? Eh bien, oui, pour le public. En plus, je suis à l'obligation vaccinale. Dans ce cas, effectivement, eh bien, on va pouvoir demander le pass sanitaire aux salariés. Est-ce que je peux vérifier qu'un salarié est oui. Voilà, c'était clair. En revanche, si je ne fais pas partie de la liste des entreprises qui sont soutenues par la loi et par la circulaire, je ne peux pas un salarié ce serait une attente et ce serait numéro 4, c'est interdit. Est-ce que je peux organiser une prise de température des salariés d'entrée de l'eau? Vous avez envie, vous pouvez le faire. Maintenant, ça n'est absolument pas obligatoire quand la loi ne dit pas que c'est obligatoire. Donc, si un salarié le fait, et est-ce que je peux sanctionner un salarié qui ne s'est pas fait? Bien, voilà. La sanction,
ça serait la suspension du contrat, d'accord? Si, encore une fois, j'appartiens à l'entreprise du secteur de la santé et du cabinet. En revanche, pour tout autre secteur, la sanction est légale et très nécessaire. De cette introduction, j'ai signalé que le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise est à jour. Le 10 septembre dernier, vous le trouvez, donc, il sera communiqué d'ailleurs en lien après cette nationale. Il a été mis à jour le 10 septembre 2021. Le protocole, c'est quoi? C'est un recueil de pensions qui sont à mettre en œuvre dans l'entreprise. C'est vis-à-vis du alcoolique, le physique, la mise en place d'un parcours de circulation des salariés dans les locaux de l'entreprise. Toutes ces mesures sont rappellent qu'elles doivent être portées à l'information. Dans toute entreprise également, un référent Covid-19 doit être. Alors, dans les petites entreprises, dans les associations en général, c'est le directeur de chef d'entreprise. Et c'est à lui de mettre en œuvre les mesures qu'on retrouve dans l'entreprise. Attention, l'identité du référent Covid-19 et sa mission doivent être portées à la connaissance des salariés. De savoir à qui il peut s'adresser en cas de question. Le protocole également rappelle que le chef d'entreprise doit porter une attention particulière à les travailleurs des saisonniers, les intérimaires, les contrats de l'année. Et il doit vérifier que ces salariés-là connaissent le mode de propagation du virus, les mesures de prévention, de prévention qui sont mises en œuvre dans l'entreprise. Autre catégorie particulière de salariés, ce sont les personnes vulnérables. Alors, les personnes vulnérables, ce sont les salariés qui vont présenter un état de santé qui arrive dans une catégorie, le Haut Conseil de la santé publique. Et si ces salariés-là, eh bien, à partir du 27 septembre prochain, ces personnes-là, dites personnes vulnérables, eh bien, vont pouvoir être indemnisées si elles ne peuvent pas travailler dans l'entreprise et que leur poste n'est pas télétravaillable. Dans ces cas-là, eh bien, elles vont pouvoir bénéficier de l'indemnisation politique partielle. Néanmoins, ces personnes vont devoir aller chez leur médecin. Ce médecin, eh bien, va leur délivrer ce qu'on appelle un certificat d'isolement. Et c'est ce certificat d'isolement qui doit être communiqué à l'employeur et qui va justifier l'indemnisation partielle. Ce certificat d'isolement, bien évidemment, est à conserver précieusement en cas de contrôle de la lutte sur l'activité partielle. C'est la condition pour laisser la parole à Dorothée qui va nous parler des contrôles de la lutte. Donc, le gouvernement avait formulé le recours au chômage partiel suite à la pandémie. Ce fait qu'il a été mobilisé dans le cadre de la crise du Covid par 1 million d'entreprises, qui représente environ 8 millions de demandes d'indemnisation, et ce qui représente un coût de l'État de 34 milliards d'euros de demandes d'indemnisation. Donc, par rapport à ce soutien financier fait par le gouvernement, l'État va renforcer le contrôle de demande d'activité partielle que vous avez fait tout au long de la Covid-19. Qui contrôle? En fait, ça va être l'adresse de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, anciennement la directe, qui va faire les contrôles par rapport à des entreprises. Et ce contrôle va être notifié à l'entreprise, au gérant, par un mail ou éventuellement par courrier. Quel type de contrôle? Vous en avez 3. Et quels sont les objectifs de ces 3 contrôles? La détection et le croisement de données administratives. C'est-à-dire que l'adresse va prendre votre demande de recours au chômage partiel et va aller contrôler la demande d'indemnisation.
vont faire un croisement de données informatiques qui nous font. S'il y a des erreurs ou des c'est pas normal, ils font un contrôle sur pied. Qui va permettre un examen du dossier et des documents qui vont vous être demandés lors de ce contrôle par mail pour contrôler votre demande de chômage partiel. Et il y a un troisième contrôle, le contrôle sur place, qui permet de réaliser un contrôle plus approfondi. Et là, il est possible au contrôleur de l'adresse de parler directement au chef d'entreprise, aux représentants du personnel et des salariés. Enlever la suspicion du fraude. Quelles sont les entreprises qui sont contrôlées? Eh bien, ce jour, c'est un choix aléatoire. On ne sait pas qui va être contrôlé. C'est l'adresse qui va décider. Il va piocher plusieurs entreprises et il va établir son contrôle. Après, on pense qu'il va y avoir des entreprises qui vont être spécialement recrutées, notamment les entreprises qui vont présenter des demandes d'indemnisation avec un taux d'indemnisation très élevé. C'est bien que l'indemnisation, normalement, c'était un minimum de 70% du brut, soit 84% du salaire. Après aussi, on pense que les entreprises appartenant à des secteurs fortement consommateurs d'activités partielles, notamment les secteurs du bâtiment, activités de services administratifs et de soutien et de conseil aux entreprises, vont être relativement touchés par ce type de contrôle. Justement, pourquoi? Au niveau des activités administratives, simplement que peut-être leur activité permettait de faire du télétravail. Et ils ont demandé un recours au chômage partiel. Les entreprises dont l'effectif est composé d'une majorité de cadres également peuvent être contrôlées, car par rapport à leur activité, les cadres pourront peut-être télétravailler. Et aussi, vous pouvez avoir un contrôle s'il y a eu un signalement transmis par les salariés de votre entreprise sur, par exemple, leur système d'indemnisation qui pense que ce n'est pas correct, parce que ça a été compliqué quand même. En mars 2020, on a pu faire des payes avec du chômage partiel et nous, en tant que gestionnaire de paye ou tout autre, on a eu du mal à trouver un juste milieu pour établir des fiches de paye. Un salarié peut demander un contrôle auprès de l'adresse au sein de son entreprise. Également aussi les organisations syndicales de salariés ou le CSU. Mais qu'est-ce qu'ils vont être demandés lors d'un contrôle? C'est la demande va arriver par mail ou par courrier. Ils vont vous demander un minimum un délai de 8 jours. Or, nous, on a eu un contrôle sur un dossier, le délai était monté à 15 jours. Donc, à voir en fonction de l'adresse qui vous sont transmises. Et il y a un certain nombre de pièces à fournir. Alors, l'extrait cabis ou inscription en grève du tribunal, les statuts de l'entreprise, les bulletins de paie des salariés concernés par le contrôle et de la période concernée. Si vous êtes à une entreprise avec un effectif assez important, l'adresse ne va pas contrôler la totalité de vos salariés. On prend un échantillonnage et une période concernée. Ça peut être 10 salariés sur une période de mars et avril 2020. Ils ne vont pas contrôler la totalité. Pour les petites structures, le contrôle aura lieu sur l'intégralité des salariés et sur une période un peu plus longue que les 2 mois ou 3 mois. On vous demande aussi les bulletins de paie du mois M-1. Notamment, l'adresse, quand on a fait les fiches de paie du mois de mars 2020, on devait prendre le taux horaire du mois M-1. D'accord? Là, c'était au tout début. Après, on a eu d'autres décrets qui sont parus après l'élaboration des fiches de paie, en disant qu'en fait, on pouvait prendre aussi certains accessoires du salaire qui montraient dans l'assiette de l'indemnisation. Je parle pour ça, notamment, au niveau associatif, il n'y en a pas trop, mais notamment pour les commerciaux, qui ont des commissions liées à leur activité salariale, et du coup, il y avait une baisse de salaire importante. Donc, on a eu un décret qui nous a dit pour les salariés qui ont une rémunération variable tous les mois, il fallait prendre la moyenne des 12 derniers mois précédant la mise en chômage partiel. Et du coup, il fallait remettre à niveau le montant de l'indemnisation. Copie
Copie des plannings horaires et des relevés horaires mis en place dans l'entreprise. Vous vous êtes demandé aussi pourquoi. Parce qu'en fait, ils vont aller contrôler l'horaire de travail pendant la période de mise en chômage partiel. C'est-à-dire que sur votre bulletin de paie, vous avez 35 heures de chômage partiel. En indemnisation, vous allez devoir avoir 35 heures. C'est pour ça qu'ils vont vous demander. La copie des contrats de travail, mais aussi des avenants relatifs à la durée de temps de travail, notamment pour avoir les plannings. La copie de l'accord d'entreprise prévoyant une forme d'aménagement du temps de travail pour les entreprises qui établissent de la modulation. Pour les entreprises de plus de 50 salariés et qui ont un CSE, ils vont vous demander la copie du PV d'information ou de consultation du CSE. Quand vous aviez fait votre demande de chômage partiel et que vous étiez plus de 50 salariés, bien sûr, c'était un recours d'urgence face à la pandémie. De ce fait, vous aviez 2 mois, lors de votre mise en recours en chômage partiel, vous aviez 2 mois pour délivrer ce PV d'information de consultation auprès de la date. De plus, ils vont vous demander les justificatifs détaillés précisant les effets d'épidémie sur l'activité de l'entreprise ayant motivé le recours au dispositif. En effet, ils vont aller voir le recours que vous avez émis sur votre demande d'activité partielle pour voir s'il est cohérent par rapport à l'activité de la société. Vous refusez l'activité, est-ce qu'elle va pouvoir être votre activité? Est-ce que votre activité pouvait être notifiée en télétravail? Et les copies des justificatifs et non des salariés passant en activité partielle par rapport à la nécessité de garder leur enfant ou en situation de vulnérabilité face au Covid-19. Certificat d'isolement qui va être obligatoire à partir du 8 les personnes les plus vulnérables. En effet, le gouvernement autorise certains salariés de se mettre en activité partielle pour les gardes d'enfants, étant donné que les écoles étaient fermées. Du coup, absolument, pour voir si par exemple le contrôleur pourra demander les justificatifs émis par les salariés auprès de leur employeur par rapport au certificat d'isolement pour garder leurs enfants. Nous vous conseillons, par rapport au délai de 8 jours minimum à 15 jours par rapport à un dossier qu'on a eu en traitement, on vous conseille de préparer tous ces documents en amont afin de transmettre dans les délais impartis les documents. Quels sont les points qui vont être contrôlés lors de votre contrôle? L'administration opère des vérifications, notamment sur la réalité du motif de recours au chômage partiel. En effet, ils vont aller voir si votre activité avait le choix ou non de avoir recours au chômage partiel. La conformité du taux horaire de l'indemnité d'activité partielle, vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport au fiche de paye, qui a été payé ou non aux salariés en prenant tous les enjeux de la paye. Les enjeux de la paye. La conformité du nombre d'heures chômées et du nombre déclaré. En effet, la paye est le nombre d'heures absentes. On va aller voir s'il y a eu le nombre d'heures d'indemnisation. Le télétravail, l'attestation sur l'honneur. En effet, l'employeur devra attester sur l'honneur que l'entreprise n'a pas eu recours au chômage partiel pour les gens qui étaient en télétravail. Vous imaginez qu'une entreprise a eu recours au chômage partiel alors qu'elle a demandé à ses salariés de faire du télétravail. Donc, là, ça va être compliqué, il faudra attester. Et après, en effet, le télétravail, l'administration pour aller en entreprise, aller voir directement les salariés pour demander s'ils ont dit ou pas. C'est une attestation sur le droit. C'est l'indemnisation et le jour férié de la journée de solidarité. En effet, certaines conventions collectives prévoient le paiement des jours travaillés et des jours fériés travaillés, notamment dans les hôtels, cafés, restaurants, où là, vous avez une décision de travailler certains jours fériés. Justement, quand le jour férié est travaillé dans l'entreprise, habituellement travaillé, l'indemnisation se fera exactement par recours au chômage partiel. Sinon, l'indemnisation se fera automatiquement par l'employeur. C'est-à-dire qu'un jour férié habituellement chômé sera payé sur le fiche de paie sans avoir recours au chômage partiel
partiel, même s'il était dans le cadre du chômage partiel. Quelles sanctions? Des fois, ça peut très bien se passer et qu'il n'y a rien. Les sanctions possibles, les sanctions. Donc, vous avez deux types de sanctions. Donc, vous avez en cas d'irrégularité. Ça veut dire que l'administration a regardé les fiches de paie et en fait, ça a été une erreur de bonne foi, en fait. C'est compliqué parce que vous avez mal calculé. Voilà. Donc, en fait, ils vont dire que c'est une irrégularité au niveau de votre recours au chômage partiel. Puis, on en arrive là. Il y aura le retrait, on peut avoir le retrait de la décision d'autorisation de mise en activité partielle. Simplement, ne remplissez pas les conditions légales. Votre cours n'est pas bon, il l'enlève. Le retrait de la décision d'indemnisation. Vous avez un problème, on peut vous suspendre 2 mois les indemnisations pour certains de vos salariés. Pas pour tout. Il y a une erreur, ils peuvent retirer la décision d'indemnisation. Également, la régulation des demandes d'indemnisation payées, qu'elles soient favorables ou non à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez payer un salaire par rapport au taux horaire, il y a une variation de salaire variable, vous n'avez pas pris en compte, et ben on va aller vous indemniser pour régulariser la situation du salarié et on va le prendre en charge. De plus, donc en fait, vous avez soit une régularisation de l'entreprise vers l'administration, de plus, en cas de, il y a des sanctions en cas de fraude. Donc là, elles sont pénales et administratives. C'est-à-dire qu'il y a eu une fraude. C'est-à-dire que vous avez mis, par exemple, des personnes en chômage partiel et vous avez demandé de les aller travailler. Donc là, c'est une fraude. Vous avez des sanctions administratives, donc remboursement des avis à l'activité partielle. Aide publique perçue au cours des 12 derniers mois précédant l'établissement du procès verbal. On va regarder ce que on va demander de tout rembourser. Et vous êtes interdiction de l'utiliser pendant 5 ans. Après l'établissement. De plus, vous avez des sanctions pénales pour fraude. Alors là, c'est pour des personnes. Ouais. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 30 000 € d'amende pour travail dissimulé. Forcément, vous demandez à votre cours au chômage partiel, le contrat est suspendu et vous leur demandez de travailler. Donc, travail dissimulé. De plus, il y a un risque de redressement URSSAF. Quand vous avez l'administration qui émet un procès verbal, ça part directement aux URSSAF. Donc en fait, l'URSSAF est au courant qu'il y a eu un procès verbal et a la notification du procès verbal. Ça ne tarde pas, l'URSSAF va déclencher un contrôle sur les montants des indemnités d'activité partielle par rapport à l'exonération des charges appliquées. L'indemnisation en pied de bulletin non soumis à l'utilisation va faire un contrôle et va resoumettre à l'utilisation. Donc, vous allez avoir toutes vos charges salariales qui vont être connaissées lors du contrôle de ça. Voilà. Donc, écoutez, on peut peut-être rajouter, Dorothée. Effectivement, ça, c'est tout le volet. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans nos dossiers, c'est que beaucoup de nos clients ont commis des erreurs aussi sur les cumuls possibles pour les exonérations de charges, l'activité partielle, les fameuses listes. Ça. Voilà, aujourd'hui, il faut vraiment regarder un petit peu tout le traitement qui a été fait. On a eu l'expérience avec Damien. Les textes, même pour nous, étaient très compliqués, très imbuvables à l'époque. Donc, voilà. C'est-à-dire, en parallèle de cette conformité, il y a aussi l'optimisation, entre guillemets, d'aide de toutes ces exonérations de charges qui, on voit dans certains dossiers, complètement passés à côté. Alors, je vais rebondir là-dessus, puisqu'on a eu avec la session pas. Voilà. Donc, l'URSSAF avait décidé par rapport à aider les entreprises à sortir de cette situation économique et financière très compliquée pour eux, d'octroyer des aides.
voyez, en fonction des secteurs, donc secteur 1, ceux qui étaient les plus touchés, donc les associations, tout ce qui était hôtel et restaurant, et aussi voilà, tout ce qui était touché. Et après, nous les avons décliné deux groupes, les sociétés du secteur indice, c'est-à-dire que leur activité était touchée parce qu'ils travaillaient essentiellement avec des secteurs, des entreprises du secteur 1. Et il y avait du secteur 2, c'est-à-dire la population des entreprises qui était soumise à une fermeture de leur établissement par décision gouvernementale. D'accord? Quelqu'un qui avait décidé une entreprise qui pouvait rester ouverte au public, la décision lui-même ne fait pas partie du secteur, donc ne peut pas bénéficier des aides. Et l'URSSAF a décliné des aides. Donc, en fait, par rapport à votre secteur, vous aviez des aides. Notamment le secteur 1, mais il y avait beaucoup de chômage partiel, avait le droit de cumuler deux aides. L'aide au paiement Covid-19 et l'exonération des charges patronales. Dans le cas de l'association Compta, le prestataire de paye a décidé, mais a émis l'exonération des charges sociales. En invoquant que, en fait, au vu du secteur, vous ne pouvez pas bénéficier du cumul des deux aides. Après les situations du secteur bien appropriées à l'association, on a pu définir le secteur 1. On a dû faire une demande auprès des URSSAF de revenir et de accepter l'aide en paiement. Voilà, maintenant c'est en cours de régularisation parce qu'en fait c'était une perte de manque à gagner vis-à-vis de la société. Donc voilà, donc, faites attention, ça peut aussi jouer là-dessus, c'est qu'en fait en fonction de votre secteur d'activité et par rapport au secteur où vous êtes désigné par les décrets, vous pouviez bénéficier de plus de ils n'ont pas lu, c'était bien cumulable. Ça va? Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, dans le cadre de la directive au politique relative, par exemple, au respect de l'intérêt de paiement fournisseur, est-ce que il est plus salaire pour un profil? Alors, nous, on vous a parlé essentiellement du recours au chômage partiel par rapport à l'indemnisation qui a été faite au niveau du salarié. Honnêtement, on a eu deux cas, ils n'ont pas été plus loin. Après, avec le temps, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que quand ils auront bien assimilé l'indemnisation et de contrôler vraiment par rapport au coût, est-ce que au niveau du terme, ils vont aller plus loin? Ça, on ne sait pas. Après, peut-être, puisque eux vérifient, est-ce que eux n'auront pas été habilités à vérifier les dettes et de voir un petit peu? On ne sait pas. Est-ce que le DRES ne va pas donner l'autorisation à l'URSSAF de contrôler cet aspect comptable? En fait, en cas de contrôle URSSAF, c'est très bien qu'il contrôle le comptable. Donc, voilà. Donc, nous, on peut vous aider. On peut vous aider à vous apporter toute notre connaissance, notre aide, à pouvoir élaborer avec vous les contrôles. Il n'y a pas de souci. Non, parce que le temps court et puis Claire doit encore. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire Dorothée. On a bien senti le lien entre activité et télétravail. La période de festivitaire, c'était on a eu des salariés en activité partielle et beaucoup qui ont télétravaillé. Quelques chiffres. Avant la crise du Covid, en France, on estimait le nombre de télétravailleurs à 8 à 12% de la population salariée. Pendant la crise, ces pourcentages ont augmenté dans tous les pays qui sont ici représentés, et en France, ils ont été évalués entre 38 et 43%. Alors c'est énorme parce qu'il faut savoir que sur les 27 millions d'emplois qu'il y a en France, 8 millions ne sont pas télétravaillables. Ça veut dire que ces chiffres, effectivement, sont très très importants et que il y a quasiment une réalité pour le poste qui le permet. Alors, ça a été,
c'est en train de changer, on sort du sanitaire, on devient au travail, mais la réorganisation du télétravail se pose parce que bien, c'est un nouveau mode d'organisation en expérimentation. C'est problématique parce que c'est aussi révélateur de disparité entre les salariés. Tous les salariés ne bénéficient pas du même espace, ne bénéficient pas de la même connexion. Ils ne sont pas non plus tous armés de la même manière. Et donc, ces préoccupations ont amené l'Observatoire de la qualité au travail à rendre des recommandations, ça c'est pour l'instant, c'était avant l'été, en juin 2021, à rendre un certain nombre de recommandations et de leviers clés à destination de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce mode de télétravail, le travail a révélé un changement de paradigme dans l'organisation du travail. On travaille plus fort dans les locaux, on est confronté à la communauté des collaborateurs. Le rapport hiérarchique aussi s'est modifié. Et donc, du coup, il représente un champ d'investigation dont les entreprises et les associations, bien évidemment, doivent se saisir. Alors, les leviers clés, c'est réinventer le contrat social en entreprise, opter pour un travail hybride, un peu de travail dans les entreprises, un peu de travail hors de ces locaux. Redéfinir le rôle du manager aussi. On ne s'adresse plus à son manager de la même manière et le manager ne s'adresse plus à ses équipes de la même manière quand elles sont à la maison. Réguler le télétravail et renforcer également les dispositifs d'inclusion professionnelle, puisque, on l'a dit, cette crise a révélé des salariés en situation de vulnérabilité. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, des salariés qui sont à la maison pour s'occuper des enfants et souvent c'est des femmes. Et donc, du coup, également travailler sur ces populations-là, qu'elles soient exclues de la communauté professionnelle. Donc, je voulais vous rappeler, peut-être porter à votre connaissance, ces recommandations de l'Observatoire de la qualité de vie. Donc, on propose d'explorer ces pistes par une petite étude du télétravail après la crise sanitaire. Qui va devenir ce télétravail? Qu'est-ce qu'on va en faire si on veut le mettre en place de manière pérenne dans l'entreprise? Parce que pendant la crise, il a été en quelque sorte imposé et mis en place, je dirais, de manière quasiment automatique dans l'entreprise. Alors, certaines entreprises, certains secteurs se sont saisis tout de suite de ce sujet et on sait qu'en 2020, par exemple, on a eu plus de 1000 accords d'entreprise qui ont été négociés. Et en fait, on sait que la majeure partie des sociétés, c'est maintenant pour travailler dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que le télétravail et comment on le met en place? Alors, le télétravail, si je me réfère à la définition du Code du travail, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est exécuté par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies d'information et de la communication. On le met en place comment? On le met en place soit par rapport à l'entreprise ou à défaut par une charte élaborée par l'employeur après consultation avis du comité social et économique dans l'entité concernée. Alors, je vous avoue que quand je me suis plongée dans la préparation matinale, c'est assez effarant de découvrir qu'en fait, on avait des textes ça semble simple, mais en fait, un petit peu qui me paraît à tout d'abord, parce qu'effectivement, on a une addition de sources. Et ces sources explicatives, parfois, elles se contredisent. Donc, si je reprends la genèse, on parle du télétravail en 2002 pour la première fois au niveau européen. À ce moment-là, c'est vu comme un outil de modernisation du travail. On dit, c'est très bien, ça va permettre aux salariés de concilier les vies professionnelles. Et en même temps, il va gagner en autonomie. Donc, c'est très intéressant. Et donc, au niveau européen, on encourage les États membres à travailler sur le télétravail. Et nous, en France, ça donne quoi? Ça donne l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. Cet accord, il va faire quoi?
va définir le télétravail et en poser les grands principes. Parmi ces grands principes, on a le principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que d'autres doivent le traiter de la même manière. On pose aussi le principe de la réversibilité du travail. On doit pouvoir revenir dans l'entreprise, on décide de s'arrêter de travailler. Et puis, on pose le principe de la vie du salarié. On a une loi du 22 mars 2012, 7 ans après quand même, qui intervient et qui, elle, va codifier la définition du télétravail. Donc, c'est en 2012 que le télétravail entre dans notre code du travail. Et également, il pose le télétravail comme une modalité d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. C'est la grande nouveauté en 2012 en France. Et puis, notre texte le plus récent, c'est celui des partenaires sociaux en plein dans la crise sanitaire, c'est l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, qui est assez décevant pour la majeure partie de la doctrine. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet accord se borne à décrire l'environnement juridique du télétravail et en fait, il renvoie à la négociation collective le fait de mettre en place le télétravail. Donc, la question que je reviendrai plus tard va se poser. Néanmoins, on se rend bien compte que les entreprises doivent inciter à négocier au plus près des travailleurs la mise en place du télétravail. Donc, le sujet de la matinale, c'est ça. Donc, je suis chef d'entreprise et je dis de mettre en place le télétravail. Très bien. Quel est son télétravail? Pas un télétravail. Il y a des télétravails. Petite typologie, le télétravail alterné. Le télétravail alterné, c'est simple, c'est celui qui est effectué par le salarié qui travaille quelques jours dans le niveau d'entreprise et le reste de la semaine à domicile. Travail alterné. Le télétravail en coworking, c'est le salarié qui va travailler dans des locaux qu'il partage avec d'autres sociétés ou par l'employeur et travaille. Le télétravail nomade, c'est la situation auprès des commerciaux itinérants, en règle générale, qui, pendant la journée, vont aller chez eux, le soir, soit dans leur chambre d'hôtel, soit chez eux, s'ils peuvent rentrer chez eux, vont se connecter et puis vont faire leur rapport qu'ils vont envoyer de suite à leur employeur. Puis le télétravail sédentaire ou permanent, celui-là, c'est celui qui concerne les salariés qui sont 5 jours par semaine en télétravail, qui ne mettent pas un pied dans les locaux d'entreprise, souvent parce qu'il n'y a pas de locaux d'entreprise. On a des clients qui sont par exemple des sociétés étrangères, qui n'ont pas d'établissement en France, et donc les salariés travaillent à la maison tout à fait. Et donc ça, c'est le télétravail sédentaire. Donc une fois que je sais, je choisis, j'ai négocié, non parce qu'on met en place le télétravail sur par rapport à l'achat. Donc j'ai choisi le télétravail que je vais mettre en place, eh bien, je le fais comment? Alors, on nous dit, le texte nous dit, accord d'entreprise ou charte. L'accord d'entreprise, c'est les gens avec qui je peux négocier. Est-ce que j'ai des délégués syndicaux avec qui négocier? Est-ce que j'ai un CSE? Dans ces cas-là, je peux négocier avec mon CSE pour mandater ou alors j'ai personne, je suis dans une position. Et dans ces cas-là, moi, employeur, une charte sur la mise en place du télétravail. Alors, est-ce qu'il faut formaliser ce télétravail dans un contrat ou dans un avenant? Eh bien, le texte ne sont pas très clair. Avant 2017, l'article disait que le télétravail était mis en place par le contrat de travail ou par le biais d'un avenant à contrat de travail. En 2017, on a vu l'ordonnance Macron, et là, cette référence au contrat est supprimée. Donc, du coup, on dit on a besoin d'un accord. On a besoin d'un contrat, pardon. Oui, enfin, sauf que si je me base sur un accord national interprofessionnel de 2005, lui me dit que si je mets en place le télétravail en cours de relation de travail, c'est-à-dire salarié est déjà dans l'entreprise, travaille dans les locaux et il veut passer en situation de travail, eh bien,
bien là, mon accord me dit, pour un avenant. Bon, du coup, interrogation, bien évidemment, dans ces cas-là, la recommandation, c'est bien évidemment de mettre en place soit un accord d'entreprise, soit une charte, de rédiger un avenant pour le salarié qui veut passer en télétravail. Cet avenant se contentant de faire référence à la source qui met en place le télétravail. Dans cet accord ou dans cette charte, eh bien, la loi vient nous dire qu'il y a un certain nombre de mentions obligatoires. Quelles sont ces mentions obligatoires? L'accord doit tout d'abord envisager dans quelles conditions le salarié va passer. Il faut prévoir une période d'adaptation, comme en début de contrat, une période d'adaptation pour il convient non seulement aux salariés, mais aussi à l'employeur. L'entreprise, effectivement, eh bien, ça lui convient que le salarié soit en situation de télétravail. Et donc, une fois que la période d'adaptation est passée, eh bien, le télétravail va devenir pérenne. Il peut également définir le rattachement des parties. Et écrire comment on va évaluer sa charge de travail. C'est une des grosses problématiques. Certains salariés vont ne plus savoir travailler. Certains vont connaître de véritables temps de déconnexion. Ça va nous donner un problème par rapport à la santé du salarié. Et donc, du coup, il faut travailler sur ces modalités d'évaluation de la charge de travail, les modalités de maintien du lien avec l'entreprise, comment on va échanger. Et puis aussi, comment on va l'écouter, ce salarié. Est-ce qu'il utilise son ordinateur, son téléphone portable, son imprimante, ou est-ce que l'employeur lui fournit et comment organiser par l'employeur. Il faut prévoir aussi les conditions de retour à un poste sans télétravail, c'est ce qu'on appelle la réversibilité du travail. C'est-à-dire que le salarié qui souhaite arrêter le télétravail et revenir à l'entreprise, eh bien, doit pouvoir le faire. En fait, les textes instaurent une véritable priorité d'emploi aux télétravailleurs qui souhaiteraient revenir dans l'entreprise s'il y a un poste là. Il faut prévoir également les modalités d'acceptation par le salarié, les conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle de durée du travail du salarié dans une connexion. Prévoir dans cet accord également les plages horaires de contact, à quelle heure le salarié pour pouvoir être contacté par l'employeur. Et également les modalités d'accès des travailleurs handicapés au travail. Alors, il faut savoir qu'on a, certains auteurs parlent d'un véritable droit au télétravail, c'est-à-dire que si le salarié demande à l'employeur de passer en télétravail, eh bien, l'employeur doit motiver. On doit motiver en expliquant pourquoi l'organisation de l'entreprise, son activité, eh bien, sont un obstacle à la mise en place du télétravail. Alors, cette charte, on comprend qu'il y a un contenu obligatoire et surtout, n'oubliez pas, elle doit être soumise à l'avis du comité social et économique lorsqu'on est dans une entreprise. Alors, pour expliquer un petit peu le plan de cette intervention, on a un contenu obligatoire, on peut développer 2 points sur ce contenu obligatoire. La question du coût du télétravail. Parce que là aussi, les textes, eh bien, sont quelque peu contradictoires, en tout cas, on n'est pas sûr de bien les interpréter. En 2012, l'employeur doit indemniser le salarié en télétravail. En 2017, on a le salarié en télétravail. La Cour nationale interprofessionnelle, lui, nous dit le contraire. Il dit qu'il faut indemniser le salarié en situation de télétravail. Regarde la jurisprudence, pareil. Elle nous dit qu'il faut indemniser. Donc, que fait-on? Voilà pourquoi ce point doit
impérativement être réglé dans l'accord ou dans la charte. Si je reprends le texte de l'accord national interprofessionnel, le texte nous dit le salarié qui travaille à domicile à la demande de son employeur doit percevoir une indemnité de dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition. A contrario, le salarié qui demande à être en télétravail, pas. Les locaux à mettre à sa disposition, si tu n'en es pas, t'indemnises. Donc on voit que la situation, elle n'est pas évidente. Hein, on a différents cas. J'ai un télétravailleur qui n'est pas à son domicile, il n'est pas d'indemnité à lui verser. Par exemple, il est en cours. J'ai un télétravailleur à domicile. Un télétravailleur à domicile, mais qui a demandé lui-même, eh bien, je pourrais très bien ne pas lui verser l'indemnisation. Donc on a vraiment des cas. Cette indemnité, si je décide d'indemniser, et c'est quand même fortement recommandé, puisque la jurisprudence, en général, elle est très claire, elle aime bien dire ceci, indemniser que représente le télétravail, d'accord, l'occupation d'une activité professionnelle. Cette indemnité, ça doit être une indemnité spécifique, c'est-à-dire que je ne peux pas me réfugier sur je rembourse les frais professionnels à hauteur de 30%. Ça va pas du tout. Il faut que ce soit clairement indiqué qu'on vient indemniser le télétravail. Et alors, quels frais j'indemnise? Parce que j'ai différents types de frais aussi. J'ai les frais qui sont relatifs à l'occupation de l'assurance, le chauffage, l'électricité, la connexion Internet, et également le non. Il va acheter une imprimante, il va acheter des consommables, et puis aussi le fait d'adapter, par exemple, une pièce. Il va faire acheter un bureau, parce que il y en a évidemment la maison, une chaîne, etc. Donc ça, c'est des frais d'adaptation. Et donc, on a des modalités, jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2019 précisément, on avait différents types de frais qui étaient remboursés de trois manières différentes, selon la nature de ces frais. À savoir, si je suis dans le cadre d'une adaptation, le salarié va acheter un bureau pour pouvoir télétravailler. Eh bien, si ce bureau a du télétravail, il le conserve, eh bien, on va lui rembourser 50% uniquement de la dépense qui seront exonérées des charges sociales. S'agissant des dépenses d'énergie et d'assurance, celles-là seront remboursées sur la base d'une quote-part. Évidemment, on essaye de déterminer les quote-part d'utilisation à titre professionnel. Et puis, en revanche, on a tout ce qui est consommable, qui là vont être remboursés la totalité de la dépense, mais surtout des justificatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en cas de contrôle sur les remboursements de frais liés au télétravail, eh bien, moi, employeur, je dois conserver tous les justificatifs sur une période de 3 ans plus l'année en cours. Sinon, si je ne peux pas en justifier, eh bien, on réintègre dans l'assiette de cotisation. Alors, en 2019, il y a une information à cause qui a été publiée sur le site internet de l'URSSAF qui est venue autoriser la mise en place d'une allocation forfaitaire globale. Cette allocation forfaitaire globale, c'est très bien expliqué sur le site de l'URSSAF, eh bien, elle est posée à hauteur de 10 € pour le remboursement fait par jour de télétravail. Le salarié travaille un jour à la maison par semaine, il aura droit à 10 € de remboursement de frais, jusqu'à 50 € s'il travaille 5 jours par semaine à la maison. Ça, c'est donc cette allocation globale forfaitaire qui eh bien, va être exonérée de cotisation sociale. Alors, elle est intéressante parce que non, elle est forfaitaire, elle est prévue dans l'accord, et donc on va présumer qu'elle est bien utilisée. On n'a plus besoin de conserver tous les justificatifs par l'entreprise. Néanmoins, en cas de contrôle de l'URSSAF, vous, entreprise, mais vous devez être en mesure d'identifier les salariés qui sont en télétravail et
justifier du nombre de jours de télétravail par semaine. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que quand on écrit que tel salarié peut être en télétravail un jour par semaine, là, parfois, ça ne va pas être ça. Parce que parfois, il va ou alors il va faire plus de télétravail, il va télétravailler 2 jours. Donc, ça implique que vous teniez un registre particulièrement à jour du nombre de télétravail, voilà, à quelle date le salarié a télétravaillé et comment je peux en justifier. Donc, effectivement, on avance. En fait, la modification forfaitaire, c'est une avancée. Attention néanmoins, on a une critique de la doctrine parce que on a ici ce qu'on appelle une information d'impôt. Ça n'est pas une circulaire. Et en tant que telle, les auteurs, eh bien, elle n'a pas de caractère contraignant pour les entreprises. On a peut-être connaissance de remise en cause de cette allocation forfaitaire, mais en moins, ça pourrait arriver. Et donc, bien évidemment, si on pouvait avoir une loi bien fixée, le principe de cette allocation forfaitaire, ça rassurerait, je pense, tout le monde. Deuxième focus sur un des concours obligatoires de la charte de l'accord qui met en place la durée du travail, c'est le contrôle de la durée du travail. Alors ça, c'est un de nos sujets préférés d'avocat, parce que c'est un peu le fer de lance des contrôles de l'inspection du travail, c'est la durée du travail. Vous savez, quand on se employeur, vous devez pouvoir justifier du contrôle de la durée du travail de vos salariés qui ne sont pas employés selon un horaire collectif. C'est un horaire collectif. Si tout le monde travaille selon les mêmes horaires, ces horaires sont affichés. Pas de problème. En revanche, si j'ai des salariés qui travaillent selon des horaires individuels, pratiquement, si les travailleurs, eh bien, ils vont travailler selon des horaires individuels. Là, le code du travail oblige l'employeur à monitorer la durée du travail de manière hebdomadaire et journalière. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir justifier que le salarié a bien eu son pause, que l'amplitude de travail journalière n'a pas été dépassée, que l'amplitude hebdomadaire n'a pas été dépassée, que les heures supplémentaires ont été effectivement rémunérées, que une partie obligatoire en repos le cas échéant a été versée. Et tout ça, ce sont des informations que l'inspecteur du travail est en droit. En fait, et ça, je parle hors situation de télétravail, hein, donc c'est lourd, mais en situation de télétravail qui se complique, bien évidemment, parce que mon salarié, il n'est pas sous mes yeux, je ne vois pas ce qu'il fait. Donc, je dois, dans la forme de la charte, prévoir des modalités de contrôle de la durée du travail. Ok, je me heurte un autre sujet de salarié. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est fondamental, ce droit à la vie privée. Et donc, du coup, les modalités de contrôle mises en place, eh bien, on doit, alors le texte ne pas porter une atteinte démesurée, en fait, à la liberté du salarié. Donc, on voit bien ici qu'on doit concilier 2 choses essentielles. D'une part, moi, employeur, je dois pouvoir contrôler la vie du salarié, parce que si l'administration me demande et en même temps, je dois respecter la sphère du salarié. Donc, nous, ce qu'on voit dans la pratique, en règle générale, c'est qu'on a des accords dans lesquels les entreprises vont mettre en place des systèmes de les salariés vont se loger. On voit les heures en travail et effectivement, ils sont connectés. Et puis surtout, on prévoit des temps de connexion absolument. Certains de nos clients vont même jusqu'à déconnecter complètement le salarié. C'est-à-dire à distance, on peut tout accès. En repos sont respectés. Ça doit être prévu dans l'accord.
Ça permet également aux salariés, à l'employeur, pardon, de répondre à une préoccupation essentielle en matière de télétravail, c'est la santé salariée. Bien vérifier la charge de travail de mon salarié. Alors, dernier point, c'est la santé du télétravailleur. Je rappelle, le télétravailleur, il est traité comme les autres salariés. Et donc, le texte est venu poser une présomption d'accident du travail quand l'accident survient au domicile du salarié pendant les heures du travail. C'est comme pour le travail en entreprise, c'est exactement la même chose. Cette présomption, elle est posée, elle peut être renversée par l'employeur s'il parvient à apporter le contraire. Néanmoins, ça veut dire que moi, employeur, débiteur d'une obligation sécurité renforcée à l'égard de mes salariés, c'est-à-dire que, bien sûr, quand je mets en place le travail, que le salarié travaille dans un environnement qui est safe. Et donc, dans le texte, il faut prévoir comment on va pouvoir accéder à ce local. Parce que pour vérifier que, effectivement, il y a un ordinateur, il y a un bureau, il y a un siège qui est ergonomique, qui va faire en sorte que le salarié est en bonne condition pour télétravailler, qu'il n'y a pas de difficultés, par exemple. Et donc, il faut prévoir l'accord du salarié pour accéder à son domicile. En fait, c'est procéder à une visite domiciliaire, tout bêtement, pour aller voir que, effectivement, le salarié il est protégé, et s'il ne l'est pas, quelles sont les mesures de prévention que je peux mettre en place. Voilà. C'est très important, et ça doit être prévu dans la arriver sans avoir prévenu chez le salarié pour dire qu'on va aller chercher un autre. Donc tout ça c'est là où il faut absolument travailler également, c'est sur l'évaluation des risques. Si on a une présomption d'imputabilité au travail de l'accident qui survient au temps du travail. Ça veut dire que si moi, employeur, je n'ai pas mis en œuvre une démarche de prévention, le risque d'être condamné pour cause coupable par un salarié qui m'attaquerait. D'accord? Donc je dois pouvoir démontrer que j'ai fait le maximum pour évaluer ces risques, pour également adapter le document du comité, qui s'appelle le document unique d'évaluation. Pas en entreprise. Le document, il y a un consistant en une équipe de poste de travail, évaluer les risques et lister les mesures de prévention par rapport aux risques qui ont été identifiés. Mise en place du télétravail, j'ai un nouveau poste de travail. Et je dois donc faire une nouvelle démarche d'évaluation de risque. Je peux me faire accompagner par le médecin du travail pas mal de spécialistes qui peuvent vous accompagner outre les jeunes pour mettre à jour le document unique d'évaluation. Il doit être revu chaque année. Et alors, je vais être aidé en fait dans ces mesures de prévention, dans la démarche de prévention, par l'obligation de venir au voir un entretien avec le salarié pour évaluer ses conditions de travail et sa charge de travail. Alors, nous, quand on travaille avec une finance sur la mise en place du télétravail, on recommande l'entretien. Ça peut aller très très vite parce que je vous l'ai mis là. En fait, le télétravail, on s'est rendu compte que c'est une mode d'organisation qui effectivement permet de la flexibilité, qui permet aux salariés d'avoir beaucoup de d'autonomie, et puis en même temps, il faut on peut ignorer. On s'aperçoit en fait qu'il y a une dilution de la communauté de travail, et ça n'a plus en contact avec ses collègues, il n'est plus dans un rapport de hiérarchie avec le manager. Il peut être très très éloigné de lui. En fait, il y a un sentiment très rapidement apparaître chez les et donc, les risques psychosociaux du télétravail, ça nécessite de la part de l'employeur une véritable
des démarches d'évaluation et de mesures de prévention, je dirais, parallèlement à la mise en place. Voilà, ça, ce sont des démarches que nous, chez Majar, nous faisons avec nos clients. C'est-à-dire que quand on les accompagne sur la mise en place d'un accord ou d'une charte, évidemment, il y a tout le côté juridique, la chose, le contenu, travailler en même temps et sur le thème. On est terminé sur ces quelques mots sur le télétravail. François, donc vous avez un chat pour ceux qui nous suivent en webinaire et vous pouvez donc poser vos questions directement par ce chat. Voilà, donc on a un petit temps d'échange. Pierrick. J'ai une question complémentaire. L'administration particulière pour le travailleur. Polémique. Le travailleur à son domicile a-t-il droit à un titre de restauration par jour travaillé ou pas? Eh bien oui, parce que le travail. Ouais, alors oui, en fait, on a le principe d'égalité. Il y a eu effectivement une polémique. Et en fait, on a une décision du tribunal judiciaire volontaire qui est du mois de mars 2021 qui est venue répondre notamment sur le principe d'égalité en disant que s'il est en situation de travail identique au salarié, on va arriver à dans une situation de travail. Une question pour l'indemnité de transport qui est présente. Alors, l'indemnité de transport, alors là, il y a des réponses qui sont différentes à se déplacer ou pas en télétravail. Il y a plusieurs situations. Celui qui est en situation de télétravail et qui va continuer à venir quelques jours dans l'entreprise, il va garder le remboursement. On parlait de transport public, le remboursement des 50%. En revanche, on est sur un télétravail qui est organisé 100% à la maison, dans le remboursement. Il y aura simplement un remboursement au cas par cas quand le salarié sera appelé à déplacer pour une réunion. Bravo, Claire. Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on peut... Je voulais aussi, avant qu'on passe au petit café de fin de conférence, donc annoncer la prochaine conférence qui se tiendra donc le 23 novembre et qui portera sur les rôles et responsabilités des dirigeants. Donc, comment choisir ses administrateurs, faire le lien avec le contrôle interne, comment organiser les conseils pour qu'ils soient efficaces, un petit focus aussi sur les statuts des associations et comment établir un bon dialogue entre la direction générale, le bureau et le conseil. Voilà, donc il me reste à souhaiter une bonne journée à ceux qui nous suivent en webinaire. Et puis, n'oubliez pas de noter donc dans votre agenda la date du 23 novembre, donc à 9 h pour la prochaine conférence. Bonne journée. Merci.